On poursuit cette émission avec Morgane Dion, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Plan Cash, média féministe qui parle d'argent, également fondatrice d'Equally Work, plateforme de notation des employeurs sous le prisme de l'égalité de genre et diversité. Et vous dites, parler d'argent, c'est souvent comme aller chez le dentiste, c'est inconfortable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que finalement les femmes ont un problème avec le fait d'aborder les questions d'argent ? Alors, je ne pense pas que ce soit les femmes qui aient un problème avec le fait d'aborder les questions d'argent. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'argent qui a un problème avec les femmes. Ah bon ? Parce qu'il y a beaucoup de biais, il y a une éducation qui est très genrée et qui, en fait, repousse les femmes. On apprend aux femmes que l'argent, c'est pas fait pour elles. On leur apprend que, de toute façon, même si elles en ont, elles ne sauront pas le gérer. On leur apprend que l'investissement, c'est peut-être pas pour elles et que plutôt ce qui devrait les intéresser, c'est plutôt de faire des économies. Donc, on les met en plus dans une posture un peu d'infantilisation. Donc c'est en ça où je pense que c'est pas tellement les femmes qui sont fâchées avec l'argent, mais plutôt l'argent qui doit trouver un nouveau moyen de parler aux femmes. Et ça, c'est moins vrai chez les hommes, vous pensez ? C'est absolument moins vrai. Quand on prend les magazines, donc si on prend des magazines qui sont destinés essentiellement aux hommes, 72% des conversations qui concernent l'argent dans ces magazines, ça va être pour leur parler de la nouvelle application d'investissement, de rentabilité. Voilà, on s'adresse à eux comme à des experts qui connaissent ce sujet et on leur donne des informations concrètes. 90% des magazines qui parlent d'argent aux femmes vont leur parler de comment faire une économie, dépenser moins d'argent, faire les soldes, etc. C'est pas du tout le même discours qu'on adresse à l'une et aux autres. Et forcément, ça engendre derrière des comportements qui peuvent être différents quand il s'agit de gagner et d'investir de l'argent. Mais je veux dire, les programmes scolaires à l'école sont les mêmes, qu'on soit homme ou femme. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que les femmes, elles aient une culture financière moins importante, moins développée que les hommes ? Alors, il y a plein de réponses, évidemment, à cette question. La première, c'est que c'est vrai, il faut quand même en prendre conscience, les femmes ont développé une forme de déficit de confiance quand il s'agit de l'argent. Elles ont moins confiance, elles se lancent moins vite, moins fort dans l'investissement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant toute leur enfance, c'est ce qu'on leur a inculqué. Je parlais des magazines, mais l'éducation, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on grandit, on a ces images, et on voit à la télé, etc., on a ces images de femmes qui sont dépensières, et c'est le modèle à atteindre. J'aime beaucoup parler de pop culture sur ces sujets-là, parce que ça parle à beaucoup de monde. Et si je prends des références qui vont probablement parler à plein de gens, Carrie Bradshaw dans Sex and the City, par exemple, qui est le personnage qu'on est censé vouloir être, et qui est rendu sexy aux yeux des femmes, mais aussi des hommes d'ailleurs, elle est sexy notamment parce qu'elle ne sait pas gérer l'argent. Elle ne peut pas acheter son appartement parce qu'elle a acheté trop de chaussures. Et en fait, c'est ces modèles-là qu'on va pousser vers les femmes et qui va alimenter ce déficit de confiance qu'elles ont. Mais vous pensez qu'il faudrait revoir ça et pourquoi pas intégrer des briques dédiées à l'école, par exemple ? C'est vrai que je réfléchissais, même à l'école, on n'a pas aujourd'hui, dans les programmes scolaires, de cases où on apprend à gérer son budget. Ça n'existe pas, ça. Absolument. Moi, je suis absolument partisane du fait de réintégrer, pour tout le monde, pour le coup, des briques de gestion d'argent, de négociation de salaire, de gestion de budget, de comment on fait ses impôts, de comment est-ce qu'on investit de l'argent, les différents produits bancaires, etc. Et aujourd'hui, ça manque clairement. Ce sont des choses qui sont pratiques dans la vie de tous les adultes et malheureusement, ce à quoi l'école ne nous prépare pas. Et je pense effectivement que ce serait des modules qu'il faudrait remettre dès le lycée. Alors, c'est marrant, vous parlez de produits financiers. Je suis tombée sur cette étude de mars dernier, le Cercle de l'épargne, qui publie une étude sur les inégalités hommes-femmes concernant l'épargne pour la retraite. 72% des femmes n'ont jamais entendu parler du PER, contre 63% chez les hommes. Ça fait quand même un écart de 9 points. Alors qu'a priori, on a tous accès au même niveau d'information. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer un truc pareil ? En fait, c'est justement ça, on n'a pas accès au même niveau d'information. C'est ça le souci. Quand vous allez voir votre conseiller ou conseillère bancaire, cette personne-là va être elle-même biaisée dans son rapport à ses clients ou à ses clientes et ne va pas du tout proposer les mêmes produits. Là, on parlait du plan d'épargne retraite, mais ça va être le cas pour d'autres types d'investissements. En fait, on va proposer des choses beaucoup moins risquées, on va proposer des choses beaucoup plus classiques aux femmes, et ça, c'est seulement quand on leur en propose. Mais au-delà de ça,
Les femmes non plus vont pas forcément se tourner parce qu'elles ignorent parfois juste que ça existe. Parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, on les a pas poussées, on leur a pas enseigné à aller chercher cette information-là, ou en tout cas, cette information ne se trouve pas dans les cercles dans lesquels les femmes puisent leurs connaissances. Et c'est très intéressant parce que nous, du coup, on organise beaucoup de formations, c'est un des piliers chez Plan Cash, et on pose des questions aux femmes. Quand on fait ces formations, on leur pose des questions pour savoir quelles sont leurs principales problématiques concernant le sujet. Par exemple, si vous faites des premiers pas dans l'investissement bancaire, quel est votre premier problème ? Et on leur propose tout un tas de réponses. Dans les réponses, il y a notamment « je n'ai pas confiance », etc. Et en fait, ce qu'elles nous répondent, en majorité, c'est très intéressant. Elles ne nous répondent pas « je n'ai pas confiance » ou j'ai peur de ne pas savoir faire ». Elles nous disent juste « je ne sais pas par où commencer ». C'est juste ça. C'est-à-dire, c'est très concrètement, elles ont juste besoin qu'on leur dise que ça existe, sans employer de jargon compliqué, sans les prendre non plus pour des enfants, et juste simplement qu'on leur parle à un être humain qui a la capacité d'investir sur son avenir. Alors, le truc, c'est que ça ne se résume pas uniquement à la gestion des finances personnelles. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a encore eu le dernier baromètre Sista. Là, aucune des levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros réalisées en France par une équipe fondatrice composée uniquement de femmes en 2021. Année pendant laquelle 88% du montant levé par les startups françaises a été capté par des équipes fondatrices 100% masculines, alors qu'on a eu quand même une année record en levée de fonds. Et pire que ça, le financement des équipes 100% féminines s'est dégradé. Donc, au-delà de donner un meilleur accès aux femmes, il y a d'autres choses à changer. C'est tout l'écosystème qu'il faut un petit peu secouer aussi, non ? Absolument. Alors, sur le cas particulier de l'investissement, il y a effectivement plusieurs problèmes qui se posent. Le premier étant les biais qu'il peut y avoir chez les équipes d'investisseurs, les biais, les VC, etc. On sait, notamment par plusieurs études, que les investisseurs ne posent pas les mêmes questions aux femmes ou aux hommes lorsqu'ils viennent pitcher. Aux femmes, on va les mettre dans des postures d'échec. On va leur dire, si vous échouez, comment allez-vous réagir ? Si vous rencontrez tel problème, comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir ? Alors que les hommes, on leur pose des questions sur leur perspective de réussite. En fait, quand vous allez réussir ça, c'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi les étapes que vous allez mettre en place pour atteindre tel objectif de croissance, etc. C'est pas du tout la même posture. Déjà, elles sont pas du tout les mêmes questions. Ce qui veut dire que dans l'esprit des gens qui interviewent les entrepreneurs et les entrepreneuses, il n'y a pas du tout la même projection. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est vrai aussi aujourd'hui encore que les femmes qui entreprennent, elles entreprennent encore beaucoup dans des secteurs qui ont de moindres potentiels de croissance financier. Aussi parce qu'il y a une ségrégation des métiers et des activités et que les femmes vont beaucoup plus entreprendre dans des industries de services, sur l'éducation, etc. Et les hommes beaucoup plus sur de la deep tech, sur de l'industrie. Or, il s'avère que la majorité des fonds sont quand même plutôt sur ces activités-là. Et donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Mais ça veut dire qu'on en revient à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut aussi pousser les femmes à aller vers ces filières-là à un moment. Absolument. Alors là, du coup, on fait vraiment le tour de toute la question et c'est vrai que c'est très imbriqué. Il y a une responsabilité des gens à titre individuel, des institutions, de l'éducation nationale, de l'éducation qu'on donne à nos enfants dans nos foyers aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça a un petit peu évolué, mais ça reste encore très faible. Les femmes s'orientent beaucoup moins vers les carrières qu'on dit STEM, donc Science, Technology, Engineering et Mathematics, qui sont aussi aujourd'hui les carrières dans lesquelles il y a le plus d'argent. Pour tout un tas de raisons. Elles ont moins de rôle modèle. Les enseignants, encore une fois, sont biaisés, vont moins les pousser dans ces carrières. Ce qui est intéressant à savoir, c'est quand elles sont diplômées, mine de rien, elles sont moins nombreuses à aller dans des métiers sur ces sujets-là. Elles vont plutôt retourner dans l'enseignement parce qu'elles ont inconsciemment conscience que le secteur est aussi très biaisé en leur défaveur et que ça va être très compliqué pour elles. Et d'ailleurs, on le sait, au bout de 10 ans, la moitié des femmes sortent en fait de ces activités de toute façon et elles changent de carrière. Parce que malheureusement, j'ai envie de dire, le secteur est encore très masculinisé et donc a une culture qui n'est pas très inclusive. Est-ce que quand même vous n'avez pas le sentiment que la nouvelle génération a un peu moins ces problématiques-là et ose davantage notamment réclamer une négociation de salaire ou ce genre de choses ? Aujourd'hui, les femmes demandent encore moins de salaire que les hommes. J'ai plus le pourcentage exact en tête, mais je crois que c'est quelque chose dans la 40% et quelques des hommes qui demandent de négocier leur premier salaire, compte à peine 20% et quelques des femmes. Mais c'est parce que c'est pareil, c'est un exercice qu'on ne leur a pas appris à faire. Aux hommes non plus, mais aux hommes, on leur a appris à être audacieux. Et donc, du coup, ils ont moins peur de la prise de risque. Ils y vont plus vite et plus fort. Alors que les femmes, elles ont beaucoup plus de crainte quant à la réception
que ça va générer chez leur interlocuteur, et à juste titre, parce qu'une femme qui négocie, elle est perçue comme plus autoritaire, elle va être perçue comme moins facile à travailler avec. Et donc, du coup, inconsciemment, on se projette moins dans l'exercice parce qu'on sait que derrière, il y a un coût social qui va s'ajouter et qu'il est très difficile à surmonter, ce coût social. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux femmes qui viennent vous voir et qui vous disent, bah voilà, par exemple, clairement, j'arrive pas à négocier mon salaire, je ne sais pas faire, j'ose pas frapper à la porte de mon manager. Alors, la première chose, c'est qu'on leur apprend à identifier les obstacles. Parce que quand on négocie et qu'on est une femme, on fait face à des obstacles qui sont spécifiques à notre genre, que les hommes ne vont pas rencontrer. Par exemple, ce que je viens d'expliquer, le coût social de la négociation, qui est beaucoup plus fort chez les femmes que chez les hommes. Donc, déjà, on leur explique un petit peu le contexte, parce qu'il faut vraiment comprendre où on est pour trouver des parades et des solutions aux problèmes spécifiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on leur apprend à se décomplexifier de l'argent, justement. Donc, moi, je fais des exercices où, de manière très claire, je dis en plein milieu de la formation, je veux gagner plein de thunes, je veux faire plein de thunes et j'en ai pas honte. Et je pense que c'est un discours qu'il faut généraliser beaucoup plus parmi les femmes. Et ensuite, on leur apprend des techniques. Il faut rationaliser, en fait, cet exercice vraiment. Il faut trouver de l'information, il faut se préparer, il faut savoir combien gagnent les autres, combien gagnent les hommes. Parce Au même poste. Pour les mêmes postes, parce qu'on a tendance à plutôt, quand on ose demander à ses collègues ou à ses amis combien elles gagnent, on va plutôt demander aux femmes, parce qu'on va être plus à l'aise dans l'exercice. Sauf que comme c'est les hommes qui gagnent plus, en nature et en fixe, ça ne nous apprend pas grand-chose. Exactement, donc c'est plutôt aux hommes qu'il faut poser la question, et il faut d'ailleurs que les hommes fassent partie de cette conversation, c'est absolument primordial. Donc on leur apprend à aller poser les questions. D'ailleurs, pour les aider, nous, on a mis en place chez Plan Cash un formulaire où vous pouvez renseigner de manière anonyme votre salaire avec tout un tas d'informations, et ensuite vous avez accès à toute la base de données, donc on a à peu près 1 millier de salaires comme ça, c'est gratuit, c'est accessible en ligne, et ça peut vous donner une idée sur votre marché ou sur votre métier d'à peu près quelles sont les conditions. Voilà. Et ensuite, je disais des actions très spécifiques sur comment est-ce qu'on annonce le montant, comment est-ce qu'on calcule déjà le montant qu'on veut demander, comment est-ce qu'on l'annonce, comment est-ce qu'on défend son discours, comment on se prépare aux différentes questions, aux scénarios qui peuvent aussi arriver pendant la négociation. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation. Merci beaucoup Morgane Dion. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Plan Cash.